Every minute slipping by, even when I close my eyes, ruthless I know. Hello, bienvenue dans le premier vlog de l'année 2025, j'espère que vous avez passé une très belle fin d'année. Pour ma part, je suis rentrée à Paris il y a un petit peu plus d'une semaine. J'ai fait plusieurs lectures depuis le début de l'année, mais très petites. J'ai emprunté plusieurs livres à la bibliothèque la semaine dernière et donc j'en ai lu la plupart. Je vais vous les montrer très brièvement, mais je vais surtout vous parler des lectures que j'ai entamées depuis quelques jours, depuis le début de la semaine dernière je crois. J'en ai parlé sur Instagram en story, mais j'ai emprunté les 3 livres audio des frères Karamazov aux éditions Telem. Pour le coup, j'ai lu le livre de Maya Angelou et pourtant je m'élève, qui est un recueil de poèmes en édition bilingue. J'ai beaucoup aimé. Je reprends vraiment plaisir à lire des poésies, des poèmes et avec des thèmes beaucoup plus contemporains que ce que j'ai pu découvrir auparavant. Donc si vous en avez à me recommander, je suis très preneuse. Mais j'ai lu Non-binaire, dont Floris avait parlé dans une vidéo, dans un bilan et dans un vlog d'août je crois. Ici on va bien sûr parler de la question du genre, qui m'a beaucoup plus captivée au début. Le milieu a été un petit peu en deçà et la fin a un petit peu relevé de niveau. Je suis partagée par rapport à mon appréciation, mais c'est quand même un recueil qui a le mérite d'exister et d'amener des questions très importantes sur le devant de la scène. En dernier, je vous aurais mis des plans, je pense, si j'ai pas trop mal filmé, de Minuscule Folle Sauvage, que j'ai beaucoup aimé, qui va parler du trouble borderline de Pauline de Tarragone, donc vous la connaissez peut-être sous le nom Pyjama. Elle fait des vidéos sur internet et elle est aussi musicienne. J'adore. C'est tout doux, les dessins sont super drôles. Elle a l'art de mettre de la sensibilité et de la douceur sur un sujet qui est quand même très tabou. Moi j'en ai vraiment appris beaucoup, donc je vous le conseille très vivement, c'est disponible dans votre médiathèque. Et puis l'acheter tout simplement parce que même moi je me pose la question de me le procurer pour moi-même. Et le dernier que je n'ai pas encore lu, mais ça sera pour les jours à venir, il s'agit de Small Things Like This de Claire Keegan, qui est donc une autrice très plébiscitée. Elle a été nominée avec ce livre pour le Booker Prize de 2022. Je sais que ça a parlé d'un père et de ses filles, j'en sais pas plus. Et je sais qu'il va être bientôt adapté au cinéma, donc j'aimerais bien le découvrir si l'envie me vient de découvrir l'adaptation filmique. Je suis actuellement dans Northanger Abbey de Jane Austen, il me reste 70 pages. Ici, on suit une héroïne qui est absolument fan des romans gothiques. Elle est fan des Mystères d'Udolphe, qui a été écrit par Anne Radcliffe. Il s'avère que c'est une parodie de romans gothiques. Jane Austen va reprendre toutes les thématiques qu'on lui connaît, c'est-à-dire l'amour courtois de son époque, et on va suivre cette héroïne qui s'appelle Catherine, qui vient de la campagne profonde entre guillemets, et qui va être prise sous l'aile d'une famille, la famille Allen, qui va l'emmener à Bath, où elle va faire la rencontre de Henry Tinley, si je le prononce bien, et elle va tomber éperdument amoureuse de lui, elle va vouloir le suivre à Northanger Abbey. Là, il va se passer plusieurs mystères. Je vous dirai quand j'aurai terminé, mais c'est exquis. Ma première rencontre avec Jane Austen dans Orgueil et Préjugés, il y a... c'était au tout début de la chaîne, il y a 5 ans de ça. J'avais pas été forcément captivée. Je pense que j'étais pas assez dans l'idée de Jane Austen, ou du moins j'étais pas dans le mood quand je l'ai lu. Et là je suis beaucoup plus captée. Il y a un humour que j'arrive enfin à saisir de ce qu'on m'en disait tant, avec son sarcasme sur la bonne société anglaise. C'est vraiment dans l'autodérision. Et si vous êtes là depuis quelques temps, vous devez savoir à quel point c'est le genre de choses qui fait que j'adore un livre. Donc on s'en reparle quand j'aurai terminé. Et le deuxième que je lis, il m'a été gentiment prêté par Iman. Gold Rush, qui est un premier roman de Olivia Peter, où on va suivre Rose, qui travaille dans une agence de com en gros, et elle va devoir s'occuper d'un chanteur à succès qui s'appelle Milo. Un soir, elle va devoir le raccompagner après une avant-première, je crois, ou un événement en tout cas. Ils vont bien s'entendre. Elle va lui envoyer un DM sur Instagram, ce sur quoi il va la recontacter parce que soi-disant, elle a absolument charmé. Ils vont se revoir chez Milo quelques jours plus tard, et ça va parler de VSS. Il me semble que je suis à 175 pages sur presque 300. Il y a vraiment des trigger warnings, il y a des scènes qui sont très graphiques. C'est un peu le corps lourd que j'y retourne parfois, mais la plume est très simple et relativement prenante, ce qui fait que ça donne un bon rythme, même si là on arrive sur un creux. Mais c'est aussi pour retranscrire toute cette perdition qu'on a après un tel événement traumatique. On parle beaucoup de la société contemporaine, de la société du paraître, de la manière qu'on a de concevoir les relations aussi, l'amour qu'on attend de la part des autres, et notamment quand cette personne est de notoriété publique, est une vraie célébrité comme c'est le cas de Milo qui est chanteur. Ça va beaucoup parler des réseaux sociaux aussi. D'habitude je suis pas du tout friande des livres qui parlent d'abonnés, de Instagram et tout. Ça traite de ce sujet là, donc faut s'y attendre quand on rentre dedans. Franchement ça passe et je suis très agréablement surprise. J'écoute aussi en parallèle
parallèle les éclats de Bret Easton Ellis. Là, j'ai vraiment pas le temps parce que ma caméra a plus beaucoup d'espace et qu'en plus de ça, il y a eu un plot twist la semaine dernière, ce qui fait que je dois aller chercher mon diplôme à l'université. Je vous laisse ici et on se retrouve tout de suite pour vous. Bon, je suis très heureuse de vous retrouver puisque les coups de marteau viennent de se terminer à l'instant. Depuis la dernière fois que je vous ai parlé, j'ai donc terminé les 2 ouvrages que j'avais au format papier, Gold Rush et Northanger Abbey. Northanger Abbey, je vais pas forcément vous faire un énorme résumé, on suit juste Catherine Morland, qui est une jeune première de 17 ans, qui va être ramenée à Bâle avec une préceptrice qui va lui apprendre les bonnes manières, les bonnes mœurs et lui faire rencontrer des gens importants. Ce sur quoi elle va rencontrer un jeune homme qui s'appelle Henri, elle va tomber éperdument amoureuse de lui, elle va se lier d'amitié avec sa sœur également et elle va se rendre avec cette famille dans la demeure de Northanger Abbey et elle va essayer de découvrir des secrets qui y sont cachés, notamment autour du père. Je vous l'ai dit dans le plan précédent, Pride and Prejudice, j'ai eu du mal à saisir toute l'ironie qu'il y avait dans la plume de Jane Austen et là c'est vraiment le cas. J'ai trouvé ça exquis, je vous le conseille très vivement. C'est une parodie de roman gothique très bien réalisée. Et en plus, il y a des hot takes par rapport aux hommes. Il y a un moment que j'ai beaucoup aimé parce que très subtilement, elle a parlé de violence conjugale et c'est assez effarant de voir que ça a encore lieu alors que ça se passait déjà à son époque, mais j'ai trouvé ça très bien fait. Gold Rush, on va rester sur un registre similaire. Moi, il y a des moments où j'ai eu la gorge nouée. J'en ai parlé brièvement dans le plan précédent, mais il y a beaucoup de références forcément aux réseaux sociaux, à la question de la célébrité en soi, pas du tout traitée de la même manière que Maud Ventura si c'est une de vos questions, mais plutôt sur qu'est-ce que ça fait d'être une victime, alors que la personne qui nous a agressé est quelqu'un de populaire, d'apprécié, et la coqueluche en fait de tout le public autour. Est-ce que on va être reconnu comme véritable victime? Est-ce que ça va être le fait qu'il y ait des voix qui s'élèvent communément contre une personne? Voilà, c'est un roman du post-MeToo. Il y a beaucoup de gens qui lui ont reproché de venir trop tard par rapport à ce qui s'est passé en fait dans les sphères du cinéma et de la musique. Moi je trouve que c'est un roman qui est très bien joué. Alors bien sûr il y a des lacunes. Il y a eu des moments où il y avait des petits plot holes, je vous l'ai dit aussi il me semble. Mais j'ai trouvé ça quand même très réussi. On voit bien tout le déni qu'il y a derrière. Du fait qu'on se reconnaisse pas comme victime quand ça nous arrive, qu'on se refuse à prononcer les mots. J'ai hâte de voir ce qu'elle va produire à la suite. Et mardi, je me suis empressée d'aller à Gare de Lyon pour récupérer des services presse que l'on m'a ramenés puisque les services presse, je les fais envoyer chez mes parents. Je les ai montrés sur Instagram en story, mais je vais vous les montrer ici, puis je vais vite fait vous en parler. J'ai donc reçu le service presse de Le Chant du Prophète de Paul Lynch. Ça se passe donc à Dublin. On va suivre Eilish, qui un jour reçoit 2 agents du GNSSB, une nouvelle police secrète, qui demande à voir son mari qui est enseignant et syndicaliste. Ce mari est absent. Larry, donc son compagnon, se rend au commissariat le lendemain et il disparaît dans des circonstances troublantes. Je fais confiance au Booker Prize puisque comme vous le verrez sûrement en bandeau, c'est lui qui l'a gagné. Autant le prix Goncourt c'est assez controversé et tous les prix français à vrai dire sont assez controversés, autant pour ce qui est du Booker Prize, du Woman Booker Prize et du Pulitzer, moi c'est des prix qui m'intéressent parce que le jury change chaque année. Paul Lynch, je le connais très peu à vrai dire, mais à partir du moment où j'ai vu que ça concernait l'Irlande et que ça posait aussi des questions politiques qui peuvent nous toucher de près ou de loin, dans un régime de plus en plus totalitaire, de plus en plus fermé et caduque, ça fait appel à la réalité et autant ça peut pressuriser certaines personnes, autant moi je trouve ça très pertinent que de le découvrir à travers les pages d'un roman. Donc comme je l'ai dit, c'est un service de presse, c'est le premier que je reçois d'Alba Michel et je tenais à les remercier. Le deuxième que j'ai reçu, il s'agit donc d'un service de presse de Seuil qui est écrit par Leila Martinez et qui est un roman d'horreur. Ce livre c'est Carcoma. J'ai pas forcément envie de vous lire le résumé, je dois juste vous dire que ça se passe dans une maison, qu'on est avec une lignée de femmes. Je vais vous lire le blurb qui dit « Une maison peuplée d'ombres et de femmes, édifiée sur la vengeance et la poésie, un roman tendu, bouleversant, traitant de spectres, de rapports de classe, de violence et de solitude avec naturel, comme si les sorcières avaient dicté à Leila Martinez ce cauchemar lucide et terrifiant. » Il s'agit d'un blurb de Mariana Enriquez. Ça, c'est quelque chose qui me séduit énormément, donc on s'en parle encore très bientôt puisqu'il fait 160 pages. Et je remercie, là encore, la maison d'édition de me l'avoir envoyé. Pour ce qui est du livre que
j'ai entamé depuis que j'ai terminé les deux dont je vous ai parlé, eh bien j'ai débuté Small Things Like This de Claire Keegan, que j'ai emprunté à la bibliothèque. Ça se passe là encore en Irlande. On est avec un homme qui s'appelle Bill Langford, si je dis pas de bêtises. Il vit avec sa femme qui s'appelle Aileen et ses 4 filles. Et on est dans une atmosphère des années 80, très prolétaire, où on est en plein hiver, ça commence en octobre, on continue jusqu'à la fin de l'année. Et je crois qu'il va y avoir un événement qui va tout chambouler. Là vraiment j'ai lu même pas 50 pages sur un livre de 110, donc je pense que je vais le terminer très bientôt, mais pour l'instant j'aime beaucoup la plume. C'est très lent dans le bon sens du terme, c'est très contemplatif. J'ai l'impression que c'est une société qui est très corselée, très puritaine, et on sent le froid qui ne fait que peser sur les épaules de la population. Claire Keegan, je l'ai jamais lu, mais je suis très heureuse de ma découverte. Les derniers livres dont je vais vous parler là tout de suite maintenant, c'est ceux que je viens d'aller chercher à Reread, puisque je suis passée hier et qu'au final il y a eu une avalanche de personnes qui est arrivée, donc j'ai même pas eu l'occasion de payer tellement il y avait de monde. Je les ai fait mettre de côté et je suis allée chercher juste avant de vous parler, donc je vous les montre tout de suite et après je vais vous évoquer quelques petits points. Les deux livres que j'ai pris, eh bien le premier je pensais pas le trouver, c'est des ouvrages finalement que j'ai peu l'habitude de voir en librairie et j'étais très heureuse de les trouver en plus à Reread, donc ça m'a coûté moins cher que si je les avais achetés en première main. Le premier c'est Assembly, donc assemblage de Natasha Brown. Natasha Brown, j'en ai entendu parler grâce à internet, si je ne m'abuse, elle avait une chaîne YouTube fut un temps. Mis à part en avoir entendu parler sur internet, j'en sais pas grand chose. Il est court, il fait 150 pages à tout péter, je voulais le résumer. Découvrir l'âge adulte en pleine crise économique, rester serviable dans un monde brutal et hostile, sortir, étudier à Oxbridge, débuter une carrière, faire tout ce qu'il faut comme il faut, acheter un appartement, acheter des œuvres d'art, acheter du bonheur et surtout baisser les yeux, rester discrète, continuer comme si de rien n'était. La narratrice d'assemblage est une femme britannique noire. Elle se prépare à assister à une somptueuse garden party dans la propriété familiale de son petit ami située au cœur de la campagne anglaise. C'est l'occasion pour elle d'examiner toutes les facettes de sa personnalité qu'elle a soigneusement assemblées pour passer inaperçue. Mais alors que les minutes défilent et que son avenir semble se dessiner malgré elle, une question la saisit. Est-il encore temps de tout recommencer? Ça me fait un peu penser à Get Out, dans un style beaucoup moins sombre que Get Out et beaucoup moins horrifique, mais il y a quelque chose de cet acabit. Ça va, je pense, parler de racisme en Angleterre, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et l'autre, je l'ai trouvé au dernier moment et je suis très heureuse de l'avoir découvert parce que Margarito et Jody n'ont cessé de parler de cette autrice depuis la fin de l'année. C'est une maison d'édition qui me séduit de par les publications qu'ils font. Il s'agit de la maison d'édition Gothers avec le livre de Meg Ellison qui s'appelle La pilule suivie de Big Girl. Et je voulais le résumer si ça peut vous intéresser encore une fois. Une pilule miracle permettant d'avoir un corps de rêve pour le reste de sa vie apparaît sur le marché. Les gens qui la prennent expulsent sous leur gras et leur excédent de peau grâce à leur excréments et ce dans d'atroces souffrances. 10% des gens en meurent dont le père de la narratrice. Malgré cette tragédie, tout le reste de sa famille, obèse comme elle, en prend. Petit à petit, ce traitement se diffusant, les personnes en surpoids deviennent rares, puis illégales. Les corps se normalisent et se ressemblent. La narratrice devenue une paria vit recluse. Sa différence peut-elle s'avérer être un trésor rare et précieux. C'est par cette nouvelle que débute ce recueil. La suivante, Big Girl, met en scène la vie d'une géante qui apparaît au milieu de la baie de San Francisco. S'ensuit quelques autres nouvelles sur la taille, le poids, la place des femmes dans la société, entrecoupées d'un essai et d'une interview de Terry Bisson. J'ai très hâte, d'autant plus que ça a été recommandé par des personnes de confiance. Voilà pour les livres que j'ai lus en format papier. Je vous parle pas forcément des SP que j'ai pu lire via NetGalley, ça sera pour la fin du mois. Mais j'avais envie de vous parler d'autres choses qui sont relatifs à la chaîne aussi, pas que. Si là encore vous êtes là depuis quelques temps, vous devez savoir que j'écris. Et depuis l'été, je dirais, j'ai commencé un projet plus long qui va me demander minimum d'écrire 60 000 mots. Pour l'instant, je suis à 16 000 mots et je prends des petits bouts de temps pour pouvoir rédiger mon écrit, pour pouvoir rédiger mon projet, qui est une fiction, et j'ai envie que ça soit un écrit qui dure dans le temps, que ça soit pérenne comme histoire. J'ai pas envie que ça soit quelque chose à consommer rapidement. J'ai envie que ça s'infuse dans l'esprit de la personne qui le lira. Là, pour l'instant, ça s'infuse plus dans ma tête avant de l'écrire, mais j'ai envie qu'à la découverte, il y ait quelque chose qui se passe. Et pour ça, il faut aussi que j'arrive à me sélectionner des plages horaires qui me permettent de le faire plus souvent. Sauf que je passe beaucoup de temps à tourner, à filmer, à chercher un emploi. J'ai redécouvert la vie sociale en 2024 et je ne compte pas m'arrêter par là. Bref, j'ai aussi une vie. En fait, pouvoir tout gérer va être un peu compliqué si je veux terminer mon premier jet à la fin de l'été, ce qui est mon objectif pour l'instant. On verra si c'est à la fin de l'été ou à la fin de l'année. Quoi qu'il en soit, il est possible que d'ici quelques semaines, vous voyez un petit peu moins de vidéos sur la chaîne. Ça sera sûrement parce que je serai en train d'écrire ou que j'aurai trouvé un emploi. Dans les deux cas, c'est des choses qui me sont souhaitables. C'est vrai que quand on a plusieurs projets,
c'est compliqué de tout gérer et je suis quelqu'un qui gère assez mal le stress à vrai dire. J'essaierai de poster régulièrement tout de même, mais ça sera peut-être pas tous les dimanches entre midi et 18h et j'espère que vous m'en tiendrez par rigueur. Pour ce qui est de ce que je vais lire à l'avenir, donc comme je vous l'ai dit, je vais lire le Claire Keegan en anglais. Et vu que le chant du prophète parle là encore d'Irlande, je pense que je vais faire une petite pause et je vais partir en Espagne avec Carcoma à la suite. You might even wonder why I go MIA sometimes. I can't deny. Try to hold on to the things I can't. On est le dimanche, le jour où normalement cette vidéo aurait dû être postée. Mais comme je vous l'ai dit dans le plan précédent, je prends plus mon temps. D'autant que je crois avoir été touchée par le froid de l'hiver. Quoi qu'il en soit, j'ai quand même bien avancé dans mes lectures. J'ai terminé tous les livres que j'avais entamés, les 2 dont je vous ai parlé et un autre. Donc je vais tous vous les évoquer maintenant et après je vais vous parler un petit peu de l'organisation du journaling pour l'année 2025. Je sais que c'est quelque chose qui plaît, donc peut-être que je vais vous montrer mon carnet un peu et vous expliquer comment je rédige mes reviews. Et, ah oui, je vais vous parler aussi du film que je suis allée voir. Je vais peut-être commencer par ça d'ailleurs. Je suis allée voir vendredi Nosferatu. Si vous ne savez pas, Nosferatu est adapté d'un film qui a été réalisé dans les années 30 par Murnau. C'est un classique du genre, horrifique, vampirique. Et moi, c'est un film que j'ai vu lorsque j'ai commencé à apprendre le cinéma au lycée. Il y a le grotesque de l'époque parce que le temps a passé bien évidemment, mais il y a une patte assez irremplaçable. Et donc dans le Nosferatu de 2024, on va suivre la personnage qui est incarnée par Lily Rose Depp, qui en fait a été touchée, on ne sait trop comment, par le sort du vampire Olof, il me semble que c'est Olof son nom, comme étant celle à qui il doit se lier. Il va la poursuivre plus ou moins dans ses pensées, dans ses rêves, dans ses songes, au moment où le compagnon se rend chez Olof. Il n'est pas du tout au courant de toute cette histoire-là. Elle s'en rappelle, mais elle ne lui dit pas, elle lui cache. Et à un moment, celui où je me suis endormie, en fait, il va y avoir un espèce de décompte de 3 jours qui vont passer, 3 nuits, avant que le vampire ne revienne vers elle. Comme je viens de vous le dire, j'ai piqué mon petit somme, j'ai rattrapé ma dette de sommeil, je me suis fait chier. En fait, c'est très beau, visuellement c'est hyper intéressant, mais c'est le 2e film d'horreur que je vois d'ici 2-3 mois et à chaque fois il y a un truc qui me déplaît. J'arrive pas à retrouver ce que j'aime, par exemple dans Get Out, dans Nosferatu aussi, dans L'Exorciste aussi. En fait là c'est un mélange entre, si je vous fais un petit vision board, un petit mood board par rapport au film, c'est Twilight, rencontre Dracula, rencontre Nosferatu, rencontre L'Exorciste. Mais avec un truc vraiment policé pour le cinéma hollywoodien. Et en fait, soit tu vas à fond, soit tu vas vraiment dans le code de l'horreur, mais je trouve que c'est un film qui existe sans trop savoir pourquoi. Il n'était pas nécessaire à mon sens, ou du moins de mon humble avis. Visuellement, encore une fois, je trouve qu'il y a des choses très intéressantes, mais en fait, ça manquait cruellement de profondeur, que ça soit dans les personnages ou dans la narration dans l'histoire. Même un mouchoir de poche est plus grand que ça, et je recherche toujours cette double lecture. Et ici, je l'ai pas eu. Bien que ça ait été très joli à voir pour certaines scènes, et ben j'avais envie de le passer en 1.5. On en parle dans les commentaires pour ceux qui l'ont vu. C'est un avis personnel, de toute façon, c'est une question d'appréciation, comme toujours. Pour ce qui est des bouquins, j'ai eu la chance, puisque j'ai eu beaucoup plus de réjouissance qu'au cinéma. J'ai lu ces 3 livres. La mer de la tranquillité de Emily St. John Mandel, que j'ai dévoré en moins de 48 heures. Carcoma, dont je vous ai parlé. Et il y a Small Thing Like This de Claire Keegan. Je vais poser mon café et je vous en parle tout de suite. Je vais faire dans l'ordre chronologique de lecture, donc je vais vous parler bien sûr de Claire Keegan. Et alors, quelle belle surprise. Dans ce livre, on suit Bill, qui travaille au dépôt de charbon de la ville. Un jour, il va voir une fille qui va être toute seule. Et c'est une ville, comme je vous l'ai dit dans le plan précédent, qui est très corselée, qui est très empreinte en fait de la bien-pensance de l'époque. Et on sent cette population minière très précaire. Et je vous ai dit qu'il allait avoir un retournement, un événement dans la narration qui va totalement changer la trajectoire de cet homme et de cette histoire. Et en 110 pages, elle a réussi à susciter tellement d'émotions. Elle a une plume qui est de la véritable dentelle. Elle a un sens du détail qui est assez incommensurable. Et le personnage principal, c'est vraiment l'une de ces figures de père qui pourra tout donner à ses enfants. Et qui a pour valeur principale l'humanité, le sens de l'humanité et de l'empathie. Je pensais vraiment pas l'aimer à ce point. Je m'attendais à une petite histoire belle, poétique, mais pas aussi profonde. Et c'est de la fiction historique qui en vaut vraiment le détour. C'est une partie de l'histoire de l'Irlande que je connaissais pas, que j'ai pas envie de vous révéler. Je vous ai dit ce que j'en retenais, et c'est une histoire que j'ai hâte de voir adaptée.
Parce que souvent on est très déçu par les adaptations filmiques, mais pour des livres aussi courts que celui-ci, je pense que ça aura le temps de développer encore plus les personnages. L'autre livre que j'ai lu, je vous en ai parlé, c'est donc Carcoma de Leila Martinez. Là, je vais vous donner les inspirations au niveau écriture, ce à quoi ça m'a fait penser. J'ai donc eu l'impression d'être dans un roman de Mariana Enriquez, d'être dans un livre de Mariana Enriquez, puisqu'il me reste encore Notre part de nuit à lire, et un mélange avec Carole Martinez. On est dans une maison qui recense une famille de femmes à travers les générations. Il y a des narrations qui se distancent les unes des autres. Il est vrai qu'on ne sait pas forcément qui nous parle dans certains chapitres. Est-ce que c'est une seule narratrice ou est-ce que c'en est une autre? Il y a tout le poids des hommes qui ont vécu dans cette maison, d'un homme en particulier. Il y a tout le poids des secrets que recèle cette maison, que recèlent ces femmes aussi. Et il y a surtout la place des différences de classe. On voit à quel point les femmes des générations antérieures ont été oppressées. On voit à quel point les femmes de ces générations actuelles sont oppressées aussi, pas de la même manière, mais de façon tout aussi insidieuse et tout aussi brute, tout aussi violente. Il y a des phrases que j'ai retenues et que j'ai soulignées parce que ça dit tellement de choses. Je trouve que c'est très très parlant, puisqu'elles sont toutes domestiques, chez une famille en particulier, dans ce petit village reculé. Et en fait, ça dit tellement, mais tellement du mépris de classe. Ils ne nous haïssaient pas avec rage, mais avec dédain. J'ai pas besoin de m'épancher, je pense que vous aurez saisi toute la substantifique moelle de ce que ça veut dire. C'est vraiment un point principal de cet ouvrage, il n'y a pas que ça. Il y a une grosse part d'ésotérisme, d'occulte, très très bien joué. Et enfin, le dernier bouquin que j'ai lu, alors on change totalement de registre. Là, on part sur de la SF. Et si vous êtes là depuis quelques temps, vous savez que c'est pas du tout ma came. Mais celui-ci, c'est un peu de la SF pour les gens qui n'aiment pas la SF. Cette autrice, c'est ce qu'on en dit, c'est pareil que Becky Chambers. Et sur divers aspects, ça m'y a beaucoup fait penser. Sea of Tranquility de Emily St. John Mandel. Donc c'est celle qui a écrit Station 11, que je n'ai pas lu. Là, c'est celui qui est paru juste avant. On est sur différentes temporalités, avec des personnages différents. On doit arriver à la troisième partie sur 8 parties, je crois, avant de saisir quel lien il y a entre eux. On va être en 1912, on va être dans notre période actuelle, on va être en 2200, on va même être en 2400. Bref, il y a vraiment des fils dans le temps qui se tricotent et se détricotent. Et on va essayer d'analyser l'humanité, mais aussi la relation qu'a l'humanité avec l'empathie encore une fois, mais surtout avec la nature, avec les dangers environnementaux et avec les maladies. Il y a une mention très importante du Covid dedans. Donc, si c'est quelque chose qui vous dérange que d'entendre parler de maladies, d'épidémies, de Covid et tout ça, vous le saurez. Maintenant, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Il y a une sorte de solitude à travers les chronologies, à travers les âges, une sorte de perdition dans le sens que l'on veut donner à son existence et à quel point on n'a pas forcément la main mise dessus. J'ai beaucoup aimé le personnage principal qui s'appelle Gasperi. C'est celui qui est le plus perdu et c'est peut-être ça qui a fait que je l'ai beaucoup plus aimé. Il y a une sorte de joug persistant sur tous ces individus et sur lui en particulier, bien que ça soit pas celui qui prenne le plus cher. Ça reste encore à voir, c'est une question de perception pour le lecteur et la lectrice. Moi j'ai un rapport au temps qui est très compliqué et c'est vrai que ça m'a fait remettre en question tout ça. C'est aussi un bel hommage aux générations antérieures, au passé, à l'histoire, avec bien sûr le prisme de la SF. Et j'avais peur de rien saisir du tout, que ça soit par les noms, par la chronologie, il y a tout qui se rallie. C'est comme une toile d'araignée. Je le dis peut-être très mal, mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça très très beau, ouais, sur le rapport à la temporalité. Et la preuve, c'est que je l'ai commencé vendredi soir et que je l'ai terminé juste avant de vous parler. Donc en moins de 48 heures, je l'ai fini. Si vous fait un peu peur et que vous n'êtes pas trop SF, je peux vous conseiller quand même tout autant que je pourrais conseiller Becky Chambers. D'autant plus que dans ces deux plumes, je trouve qu'il y a un appel à l'empathie qui est extrêmement similaire. Pour le coup, j'ai adoré les deux. Pour quelqu'un qui déteste la SF initialement, ou du moins dans l'espace et tout, bien qu'il y en ait une part ici, c'est pas quelque chose qui vous déroute. Du coup, je vais vous parler de ceci, qui est donc le journal que j'ai pour cette année. J'utilise Goodreads, mais j'utilise aussi un agenda que je me fais moi-même, on va dire un bullet journal, un peu éculé comme terme, où je référence aussi toutes les lectures que je peux faire, ainsi que les visionnages. Je vais essayer de vous trouver une page qui correspond à ce que j'ai pu lire au début du mois. Ici, par exemple, vous avez Mort sur le Nil. Ici, il y a le résumé, une petite notation, et en dessous, il y a mon avis. Donc ça, c'est tout ce que je fais pour les films et les livres. Pour ce qui est des résumés, je mets d'internet s'il faut, sinon je fais à la mémoire. Pour les films, c'est approximativement la même chose. Ensuite, je vais vous montrer aussi, est-ce que j'ai une palle, parce que c'est aussi la période des vidéos sur les pales de l'année. Oui, j'en ai une. Je suis plutôt bien partie parce que j'ai fait une palle non exhaustive qui se référence en 2 pages. Là, j'ai fait comme l'année dernière, mais il faut que je termine de dessiner. C'est donc des petites étagères avec des noms qui
ne figure pas forcément sur cette page-là. Ici, j'ai déjà lu Gold Rush. Je vais lire I Hope This Finds You Well. J'ai terminé, comme je viens de le dire, Sea of Tranquility. Et Bret Easton Ellis, je suis en plein dans mon écoute. Il y en aura bien sûr d'autres qui vont rejoindre cette liste-là. C'est non exhaustif encore une fois. Il y en a qui vont sûrement arriver au fur et à mesure du temps dans l'année. Et finalement, j'aurais plus envie de les lire que d'autres. Bref, je me mets jamais la pression. Et d'ailleurs, là, depuis le début de l'année, au final, on est le 19 et j'ai déjà lu peut-être 16 livres, ce qui est énorme, hein, faut s'entendre. Mais j'ai lu des livres qui font 100 pages. Je le dis parce qu'en fait, c'est très galvanisant pour la personne en question qui le fait. Mais en fait, c'est pressurisant pour les autres, donc je vois pas trop l'intérêt. Et au final, je finis en réfléchissant à tout ça, à me demander si c'est pas une tare de lire autant. Mine de rien, ça pose des questions sur ce que l'on fait de son temps libre. J'adore me dire que oui, je me remplis de plein d'histoires exceptionnelles, géniales. Ce que ça veut dire de moi, c'est que j'arrive de plus en plus à trouver des livres qui me plaisent. J'arrive de plus en plus à connaître mes goûts et c'est ça qui est plutôt bon dans ce taux de lecture effréné. Je pense que je vais me calmer au fur et à mesure des mois. Mais ça veut aussi dire que j'ai pas encore trouvé d'emploi, que j'ai pas forcément avancé le temps que je lisais sur mon écriture, ou que j'ai pas continué de monter cette vidéo. Tout est une question de relativité. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire ça. Il y a des gens qui ont 1 heure aller, 1 heure retour pour aller au travail. Il y a des gens qui ont des familles, qui ont des enfants, qui ont une charge mentale. J'ai la chance que ça soit pas mon cas, donc j'en profite pour l'instant. Bref, après tout ce monologue, je vais enfin vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous serez là pour la prochaine, peu importe quand elle paraîtra. Je prends et prendrai toujours autant de plaisir à vous poster ces vidéos, peu importe quand elles sortent. Je voulais remercier les personnes qui nous ont rejoints depuis le début de l'année. On est 3000 maintenant. J'espère que vous prendrez plaisir à découvrir ce que je fais. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao.